Dans cet épisode de Mythbusters, C'est maintenant ou jamais. Adam et Jamie ressuscitent un ancien mythe en le renversant. Le pare-brise s'est fracassé sous l'impact. Ils veulent vérifier s'il est possible de s'échapper d'une voiture qui coule à l'envers. C'est le truc le plus terrifiant que j'ai jamais fait dans l'émission. 10 sur l'échelle de frayeur. Et un mythe de cinéma explosif sème une sacrée pagaille dans la cuisine. Oh la vache! Tori, Grant et Carrie essaient d'empêcher une pièce remplie de gaz d'exploser en tirant, croyez-le ou non, à travers un berlingot de lait. T'as buté le lait? Effectivement. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Quel souvenir délicieux. et Jamie Hyneman. Dans le doute, on fait péter. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Belleci, Vive la science! Grant Imahara Une bête m'a touché! et Carrie Byron. Ça va être sympa. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. On a un problème. Quoi donc? Tu te rappelles le tournage de l'épisode de la voiture sous l'eau? Celui où tu as failli mourir coincé à l'intérieur? Exactement. Apparemment, on n'est pas allé assez loin dans nos tests. J'ai tenté encore et encore de me sortir d'une voiture qui coulait dans cette position, à l'endroit. Alors qu'en fait, selon les experts et de nombreux fans, les voitures qui tombent dans la flotte culbutent d'abord, elles se retournent et sombrent à l'envers. Qu'est-ce que ça change? Apparemment, on se sent désorienté et c'est beaucoup plus difficile de sortir. Tu crois que les techniques de la dernière fois ne marchent pas quand la voiture est à l'envers? Ouais, c'est exactement ce qu'il faut évaluer. Jusqu'aux chevilles. Lors de notre premier essai, les résultats avaient été probants. Si on avait de l'eau seulement jusqu'aux chevilles, on pouvait aisément sortir de la voiture. Enfin libre! Mais si le niveau dépassait les genoux, la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur voulait dire qu'il fallait attendre que l'habitacle se remplisse d'eau. On pouvait alors ouvrir la portière et nager jusqu'à la surface. Mais ces tests avaient été effectués avec une voiture à l'endroit. Mais selon l'unité de recherche sur les accidents de véhicules submergés, les voitures qui sombrent dans une profondeur d'eau de plus de 4 mètres se renversent presque systématiquement. Par où commencer? Il semble y avoir deux problèmes majeurs avec une voiture qui coule à l'envers. Le premier, c'est que lorsque la voiture se retourne, on est complètement désorienté et on ne sait plus différencier le haut du bas. D'accord. Le deuxième, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'attendre que l'habitacle se remplisse d'eau quand la bulle d'air se trouve à nos pieds. Commençons par la désorientation. J'ai une idée. Ok. Voici l'idée de Jamie. Adam est attaché dans un gyroscope géant pour voir si le fait de tourner dans tous les sens affecte son sens de l'orientation, et ce, même sur la terre ferme. Attention à tes doigts. Au début, c'est amusant. Mais même Adam a ses limites. Je m'amuse plus du tout. Avant que Adam ne vomisse son déjeuner, voyons s'il a perdu ses repères. Verdict, je n'ai pas perdu conscience du sens de la force de gravité. Je n'ai pas voulu fermer les yeux pour la bonne raison que je préfère éviter de me vomir dessus. Mais ce mythe ne cherche pas à savoir si on peut détecter la gravité dans l'air, même dans une situation aussi cocasse que ce gyroscope géant. Il s'agit plutôt de pouvoir détecter la gravité sous l'eau, et ça, c'est une toute autre histoire. Cet appareil est vraiment cool, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles il ne fera pas l'affaire sous l'eau. La première, c'est que je dois pouvoir contrôler le mouvement. Le gyroscope est conçu de façon à ce que ce soit Adam qui le contrôle, ce qui n'est pas le but. Deuxièmement, je ne veux qu'un axe de mouvement, un axe vertical, et dans cet engin, il y en a 3. Troisièmement, Adam doit pouvoir s'en sortir rapidement. Je vais donc en construire un autre qui répond à ces critères. Voici donc la roue de l'infortune, selon Jamie. Une roue de hamster à l'échelle humaine, non seulement conçue pour perturber Adam, mais aussi pour fonctionner sous l'eau. Et voilà. Adam va se tenir ici.
Je vais le faire tourner et dès que je m'arrêterai, il pourra en sortir librement et nager dans la direction qui lui semblera être la bonne. C'est un plan tout simple auquel il ne manque plus qu'une chose, de l'eau et en grande quantité. Bon, en route vers la piscine. Ils ont besoin d'une profondeur de 2,50 m et cette piscine en fait 3 à son plus profond. Je vais vous expliquer comment on va s'y prendre. Jamie et moi allons placer l'appareil de désorientation au fond de la piscine. Une fois en place, Jamie se tiendra à côté avec tout son attirail de plongée. Puis, je vais aller le rejoindre. Installer mes pieds sur les supports, mes mains sur les poignets, et je vais mettre des lunettes noires qui m'empêcheront de voir quoi que ce soit. Lorsque je serai prêt, Jamie me fera tourner encore et encore. Je n'aurai aucune idée de ma position, mais dès qu'il arrêtera, il me donnera un signal et je devrai nager vers ce que j'estimerais être la surface. Si votre accident se produit de nuit, ce qui explique les lunettes noires, ça pourrait être beaucoup plus difficile qu'on ne le croit. Vous voyez quand on se suspend la tête en bas sur les barres d'un parcours de santé, que le sang nous monte à la tête et qu'on ressent une pression? Eh bien, je ne m'y attendais pas, mais on ressent la même pression sous l'eau. Après 30 secondes de rotation à l'aveugle, Jamie donne le signal à Adam et celui-ci se dirige vers la surface sans aucune hésitation. Par excès de zèle, il répète l'expérience encore et encore. Et ils obtiennent les mêmes résultats. Ah, j'ai encore réussi. 3 sur 3, hein? Ouais, à ton tour maintenant. Je suis partant. Bon, allons-y. Les résultats de Adam semblent ébranler le mythe, mais voyons si la boussole interne de Jamie est aussi infaillible. Il fera aussi l'expérience 3 fois. On est venu ici pour vérifier s'il était possible de perdre son sens de l'orientation sous l'eau. Nos tests révèlent que malgré tous les indices qui permettent de s'orienter vers la surface, il est aussi très facile de se laisser distraire. Cette dernière tentative n'était pas flatteuse pour le sens de l'orientation de Jamie. Le concept selon lequel il est possible d'être perdu quand on a la tête en bas pourrait donc tenir la route. Qu'est-ce que t'en dis? Je crois que ça tient à la présence d'esprit. Lors d'un des tests, j'ai eu des problèmes de sinus et un bref moment d'inattention. Du coup, quand tu as arrêté de faire tourner la roue, je n'avais aucune idée d'où se trouvait la surface. Alors tu crois que lors d'un accident de voiture, avec toutes les distractions que ça implique, il est possible de perdre son sens de l'orientation? Oui, on est sous le choc et sans indice tangible, il n'y a aucune façon de déterminer dans quelle direction aller. Le mythe serait donc possible, mais la facilité avec laquelle Adam a réussi les tests donne à réfléchir. Ça m'amène à une conclusion importante. En voulant éliminer les variables, on a créé un procédé d'évaluation trop stérile. Il nous faut donc un environnement moins stérile et plus réaliste. Ça veut dire qu'il nous faut une vraie voiture. Passons maintenant à un mythe où vont s'affronter lait et méthane avec une arme à feu entre les deux. On a un mythe explosif à vérifier. Super. C'est tiré du film Le Collectionneur. Le flic se retrouve face au méchant dans une cuisine remplie de gaz venant de la cuisinière. Le flic s'apprête à tirer sur le méchant, mais celui-ci lui fait remarquer que la combustion de la poudre causerait l'explosion de toute la cuisine, ce qui les tuerait tous les deux. Le méchant a sectionné le tuyau de gaz et il brandit un briquet. Le flic veut lui tirer dessus, mais a peur que le coup de feu enflamme le méthane. Il décide alors de tirer à travers un berlingot de lait. Mais est-ce qu'on peut vraiment éviter une explosion en faisant feu à travers un liquide? Bon, comment on s'y prend? Autant faire ça simplement. On construit une cuisine, on la remplit de gaz, on tire une première fois à travers le lait et une deuxième directement. Parfait. On verra si le coup de feu enflamme le gaz et fait exploser la cuisine. Pour tester ce mythe, selon lequel un berlingot de lait peut empêcher un coup de feu de faire exploser une pièce remplie de gaz, il faut faire sauter une cuisine. Et comme aucun de nous n'est prêt à sacrifier sa cuisine, on doit en construire une. On va remplir cette cuisine de méthane.
Vu qu'on ignore la force de l'explosion que le gaz provoquera, on va construire la cuisine avec des panneaux de contreplaqué et des planches pour éviter les éclats de métal. Mais même une explosion de force moyenne pourrait fracasser des vitres et roussir les voisins. On déménage donc la cuisine. Il ne reste plus qu'à l'assembler sur le site des explosions. Parfois, le meilleur moyen pour vérifier la plausibilité d'un mythe, c'est de foncer sans se poser de questions. On monte le tout sur le site des explosions, on réplique les mêmes conditions et on fait tout sauter. L'heure est venue d'installer les dangereux agents explosifs. L'arme et le gaz. Tenez-vous prêts pour une explosion. Dans le film, le tuyau qui alimente la cuisinière en gaz se brise. Alors on sait que c'est du gaz naturel. Ce dernier est composé à 85% de méthane, qui est un gaz très inflammable. Mais attention, il est inflammable seulement à une certaine concentration. Trop peu de méthane et il n'y a pas assez de carburant pour prendre feu. Et trop de méthane et il n'y a plus assez de molécules d'oxygène pour que la combustion se fasse. L'évaluation des proportions des différentes substances s'appelle la stoichiométrie et Grant a bien révisé sa leçon. On sait que la proportion stoichiométrique parfaite du méthane dans l'air, c'est entre 5 et 15%. On va donc couper la poire en deux et en mettre 10%. Donc dans ce volume d'air, à savoir 14 mètres cubes, on va injecter 1,4 mètres cubes de méthane. Maintenant que les protagonistes, l'arme et le berlingot de lait sont en place, on est prêt à découvrir si ce mythe n'est qu'une sornette hollywoodienne. On va tirer un coup de feu à travers le berlingot de lait et voir ce qui se passe. Si, comme l'estime le héros, rien ne se produit, on réessayera, mais cette fois sans berlingot de lait, pour voir si la pièce fait boum. Afin d'obtenir la proportion adéquate de méthane dans l'air, ils ouvrent la bonbonne pendant 90 secondes. Bon, on remplit la cuisine de méthane pendant 1 minute et demie. Voilà où nous en sommes. Si la cuisine explose, le mythe sera instantanément déclaré bidon. Bon, c'est parti pour le test du méthane avec arme et lait. 3, 2, 1... T'as buté le lait. Effectivement. Pas d'explosion, le mythe pourrait être vrai. Le fait que la pièce n'ait pas explosé est encourageant pour la véracité du mythe. Mais et si la proportion de méthane dans l'air était inexacte et que la pièce ne pouvait pas s'enflammer? C'est simple à vérifier car Grant a eu la présence d'esprit d'installer un feu de détresse relié à une allumette électrique. C'est parti pour le feu de détresse. 3, 2, 1... Hey, il se passe quelque chose! Il y a combustion. En plus de prouver que la combustion est possible, le feu de détresse brûle tout le gaz contenu dans l'air. À ce stade, il semblerait que le méchant avait tort et que le héros a empêché l'explosion à l'aide du lait. Et on avait mis les bonnes proportions, à en juger par les cheveux du méchant qui sont quelque peu roussis. Le raisonnement de Morgan Freeman semble valable. Le coup à travers le lait a évité l'explosion. Mais est-ce que l'arme seule aurait fait exploser la pièce? Le temps est venu de recharger le pistolet. Bon, la cuisine se remplit. Dès que ça fera 1 minute 30, tu pourras tirer. Tu crois que le lait a empêché la détonation? Que ça va exploser? Je sais pas, mais on va pas tarder à le savoir. Effectivement, dans 3, 2... 1. En tirant un coup de feu sans la protection du lait, rien ne s'est produit. Bon, pas d'explosion. Ce que la scène du film voulait nous faire croire, c'est qu'un seul coup de feu aurait provoqué une terrible explosion. À présent, on allume le feu de détresse afin de confirmer que la proportion de gaz était correcte. On avait les bonnes proportions. Mais la balle n'a pas enflammé le méthane. Ça veut dire que le lait n'y était pour rien quand le méthane n'a pas explosé. L'explosion a bien eu lieu, mais l'état du méchant n'est dû qu'aux dommages collatéraux. Ce qui met le mythe en péril, c'est que cette perruque n'a pas été cramée par un coup de feu, mais par un feu de détresse.
Il faut donc mieux comprendre en quoi consiste ce mythe et déterminer ce qui peut faire exploser une pièce remplie de méthane. Le test dans la piscine s'est avéré intéressant. Oui, j'ai été distrait par mes sinus et je n'avais aucune idée d'où pouvait se trouver la surface. Tu crois qu'il pourrait y avoir du vrai dans cette histoire? Ouais. Alors, il ne nous reste plus qu'à reconstituer un accident. Adam et Jamie se sont rendus compte que la seule façon de mettre ce mythe à l'épreuve, c'était de mettre Adam au volant d'une vraie voiture et de les faire basculer dans un lac. Soyons francs, une telle voiture ne peut que bénéficier d'un plongeon dans un lac. L'avenir nous dira s'il en est de même pour Adam. Parfait. Tu peux la descendre. Pour des raisons de sécurité et par respect pour la science, on ne jouera pas au cascadeur en s'élançant depuis la berge. Pour garantir que la voiture se renverse dans l'eau, ils vont utiliser un chaland, un pick-up, 6 barils vides et plus de cordes qu'on en utilise dans un rodéo. Voici l'idée dans les grandes lignes. Bon, on va attacher une corde au pare-choc arrière de la voiture qui se trouvera sur le chaland au milieu du lac. L'autre extrémité de la corde sera fixée à un pick-up sur la berge qui, à notre signal, va avancer en entraînant la voiture dans l'eau. C'est une voiture ordinaire avec un moteur, ce qui veut dire que le poids est à l'avant et qu'en tombant dans l'eau, elle va se mettre à couler. On espère que l'impulsion que le pick-up exercera sur la voiture en la tirant par l'arrière va la faire basculer complètement jusqu'à ce qu'elle se retrouve à l'envers. Pour s'assurer que la voiture ne s'enfonce pas jusqu'au fond du lac, on va attacher 6 barils de 200 litres pour maintenir la voiture à une profondeur relativement sûre de 4,5 mètres. C'est une des cascades les plus risquées qu'ils aient jamais tentées. On peut donc comprendre que Jamie s'attarde sur les détails. Vu qu'on ne va pouvoir le faire qu'une fois, on va souder des rails au chaland pour s'assurer que la voiture plonge dans l'eau correctement. Adam se trouvera à l'intérieur. Et si la voiture tombe sur le côté, ou si quoi que ce soit ne se passe pas comme prévu, ça pourrait être dangereux. Ce serait tout aussi grave si la voiture sombrait jusqu'au fond. Ils ont fixé solidement 2 ensembles de 3 barils qui vont freiner la descente à une profondeur de 3 mètres. C'est juste au-dessus de la profondeur où l'étude du RAVS affirme que la plupart des voitures se renversent. Est-ce que ça va marcher? Demandons à un expert en flottaison. La voiture pèse environ 1200 kilos et la moitié est attachée au chaland. On a donc besoin que les barils soutiennent uniquement 600 kilos. Chacun d'eux a un volume équivalent à 200 kilos d'eau. Après une brève conversion, en tout et pour tout, ça nous donne 1150 kilos de flottabilité pour 600 kilos de voiture, ce qui équivaut à une bonne marge de sécurité. Le niveau de flottaison est suffisant. On a extrait le moteur. Alors, pour compenser la perte de poids, on va ajouter 12 haltères pour autant qu'ils arrivent à les transporter. Hé, Jamie, Ouais, j'ai besoin d'aide, c'est trop lourd. je suis bien placé pour savoir que ce n'est pas si lourd. Arrête de te plaindre. Mais le poids est l'équivalent de celui d'un moteur de voiture. Alors Adam prend la sage décision de les livrer un par un. Voilà les 2 derniers. Merci Adam. Les derniers préparatifs sont terminés et l'heure est venue pour le SS Poséidon de prendre le large. Si on voyait les pensées de Jamie, on verrait qu'il rêve de l'époque où il était conducteur de chaland sur le canal du lac Erie à l'époque de son ouverture. Le chaland dérive jusqu'à un endroit où l'eau fait 15 mètres de profondeur. La prochaine étape consiste à fixer les barils de flottaison à la voiture. Je dois maintenant installer mon système de sécurité, c'est-à-dire les 4 cordes qui vont maintenir cette voiture à l'envers à 4,5 mètres de profondeur. Ça fait beaucoup d'éléments à contrôler. Espérons que ce n'est pas un mauvais présage, mais ils ont placé les barils devant la voiture plutôt que derrière. Je dois trouver un moyen d'amener les barils à l'arrière du chaland, mais ils sont trop lourds pour que je les porte. Je crois avoir la solution. On va se promener? Eh oui, c'est cette attitude débrouillarde qui lui a valu son boulot dans l'émission. On admire aussi la façon dont Adam prend tout très à cœur. Ah! Voilà pour vous les barils. Toute l'équipe sait que la moindre erreur pourrait s'avérer fatale.
Selon Adam, la meilleure façon de réduire le danger, c'est d'anticiper ce qui pourrait arriver de pire. On a établi que le scénario catastrophe de cette expérience, c'est que la voiture se détache de ses 4 amarres, coule jusqu'au fond, le toit si enfoncé dans la vase que ni le plongeur ni moi n'arrivions à ouvrir les portières. Si ça se produit, il faudra que je tienne le temps que des plongeurs placent des sacs gonflables pour dégager la voiture et permettre d'ouvrir les portières pour me libérer. Entre vous et moi, même si on a prévu le coup, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. On a rempli une cuisine de méthane. On a tiré un coup de feu à travers un berlingot de lait et il n'y a pas eu d'explosion. On a retiré le lait, on a tiré un autre coup de feu avec le même résultat. Il faut maintenant reproduire la scène à une plus petite échelle pour découvrir s'il est possible d'enflammer du méthane en tirant un coup de feu. Avant de réintégrer le lait dans l'équation, ils doivent d'abord démontrer qu'un coup de feu tiré d'un pistolet comme celui du film est capable de faire exploser une pièce. Le trou est fait. Ça a été un échec sur le site des explosions. Mais en effectuant des tests dans une boîte à l'épreuve des balles qu'on va filmer au ralenti, on devrait mieux comprendre ce qui se produit. Voilà ce qui arrive quand on tire un coup de feu et pourquoi ça pourrait engendrer une explosion dans une pièce remplie de gaz. Quand on appuie sur la détente, seulement 30% de l'énergie de la poudre propulsive est convertie en énergie cinétique, ce qui projette la balle à travers le canon. Ce qui reste d'énergie est transmis sous forme de chaleur à la poudre, au gaz et aux particules qui s'échappent du canon. Une partie importante de cette énergie se dissipe dans l'étincelle que l'on voit. Alors, pour une cuisine de cette taille, le remplissage ne prend que 2 secondes. Je remplis la boîte de méthane. Bon, ça devrait aller. Compte à rebours. Coup de feu dans 3, 2, 1... Pour aboutir à un autre échec. Il faut avoir l'œil perçant pour arriver à voir l'étincelle du coup de feu. Le coup de feu part. Et si on regarde ici, il n'y a qu'une image où on voit une étincelle. Ouais, ça dure seulement un quart de milliseconde. Ça ne suffit pas pour faire flamber une cuisine. Il est peut-être temps de changer d'arme. Je veux savoir si une arme peut causer une explosion. Une autre arme fera l'affaire? Peut-être un plus gros calibre. Un plus gros calibre doit vouloir dire une étincelle plus importante. Ça pourrait marcher. Essayons. Bon, Un plus gros calibre signifie plus de poudre dans la cartouche. Mais il y a une autre bonne raison pour changer d'arme. On n'a pas réussi à provoquer d'explosion avec l'arme dont se servait le héros dans le film. Mais il y a une petite erreur. Bien que le héros ait un Sig Sauer tout au long du film, le méchant dit qu'il est armé d'un Glock. C'est donc ce qu'on va tester. Et pour faire bonne mesure, on utilise un plus gros calibre. Il s'agit d'un plus P. Voyons si l'arme adéquate et un plus gros calibre vont faire l'affaire. ok, il est chargé. On est prêt. Bon, prêt? C'est parti. 3, 2, 1... Encore une fois, pas d'explosion. Carrie brûle le gaz à l'aide d'une allumette électrique. Voyons au ralenti ce qu'il était impossible de détecter à l'œil nu. Waouh, regardez la différence avec l'autre. Oui, mais on n'a toujours pas d'explosion. Ça se présente mal pour le mythe du film. Mais j'ai vraiment envie de voir une arme causer une explosion. Il va nous falloir un plus gros pistolet. Voire un calibre encore plus gros. Et en tant que Mythbuster, on a le choix. Si on veut un plus gros calibre, autant y aller franco. Un Magnum 44. Comme l'avaient déjà dit Adam et Jamie lors d'un épisode précédent, l'étincelle ne sort pas seulement du canon, mais de l'endroit où se trouve le barillet. Si on a besoin d'une étincelle de taille, c'est l'arme appropriée. On peut aisément affirmer que cette arme va générer la plus grosse étincelle de ce test. Tant mieux, car le but recherché est d'enflammer le gaz. Un Magnum 44, c'est comme un mini-canon. Il contient énormément de poudre, ce qui veut dire que potentiellement, il pourrait créer une plus grosse flamme capable de durer plus longtemps que les autres. Bon, l'arme est chargée et armée. Bien entendu, si ça ne fonctionne pas, inutile de dire que le scénariste va entendre parler du pays. Ok, prêt. Feu dans 3, 2, 1... Zut!
Pas d'explosion, malgré cette grosse étincelle. Allons voir ça au ralenti. Ouais. Bonne idée. Rien de tel que de regarder ses propres échecs au ralenti. Même avec un plus gros calibre qui contient plus de poudre, on n'arrive toujours pas à enflammer le méthane. À ce stade, oublions la scène du film et revenons à l'essence du mythe, c'est-à-dire de déterminer si une arme à feu peut faire exploser une pièce remplie de gaz et si un berlingot de lait peut l'en empêcher. Mais que faire? Le mythe est bidon. Même un Magnum 44 n'a pu enflammer le méthane. Mais nos amis espèrent toujours arriver à faire sauter une pièce remplie de gaz en tirant un coup de feu. S'ils y parviennent, ils pourront vérifier si un berlingot de lait peut empêcher la catastrophe de se produire. De retour sur le chaland, Adam est emmêlé dans ses nœuds de jambes, de chiens et de chaises. Ça fait beaucoup de travail pour un seul homme, mais il ne le fait pas seulement pour se détendre. Du moins, pas vraiment. Pourquoi je le fais tout seul? Pour moi, c'est l'évidence même. Si votre vie dépend du cordage, faites-le vous-même. Dès que le véhicule va quitter le chaland, le devant de la voiture va s'enfoncer rapidement du fait du poids des haltères à la place du moteur. Une fois dans l'eau, la voiture va ralentir à cause de la résistance de l'eau. Mais l'arrière de la voiture va continuer sur son élan à cause de la force exercée par le pick-up. Et c'est ce qui va renverser la voiture. Une fois que la voiture sera à l'envers sous l'eau, elle va sombrer jusqu'à environ 4,5 mètres, où elle sera maintenue par des liens attachés au chaland et par les barils de flottaison. Pourquoi 4,5 mètres? Eh bien, le fond du lac est très vaseux. Et si la voiture coule jusqu'au fond et remue tous ces sédiments, on n'aura plus aucune visibilité et on ne pourra plus évaluer la situation. Le but du test est de voir ce qui se produit et en plus, il y a la question de la sécurité. Quelle que soit sa position après la chute dans l'eau, Adam sait que l'impact sera rude. Ce que je crains le plus, c'est de me taper la tête dans la voiture et de m'ouvrir quelque part. J'y ai beaucoup réfléchi ces derniers jours et je vais tenter de rester le plus rigide possible pour ne pas être secoué dans tous les sens lorsque la voiture va se retourner. La crainte de Jamie est similaire, mais en plus extrême. Le scénario catastrophe, c'est qu'Adam et le plongeur soient assommés sous la violence de l'impact. Je ne crois pas que ça va arriver, mais si c'est le cas, ce ne sera pas beau à voir. Mais assez de funestes présages. L'objectif de ce test est de sauver des vies si l'impensable devait vous arriver. Si le mythe se vérifie et qu'il est impossible de s'en tirer, on a placé des bonbonnes d'air à l'intérieur de l'habitacle. C'est bien. Bon. Je la referme pour l'instant. Ouais. N'oublie pas de la rouvrir. Compte sur moi. Ok. Je crois qu'on est prêt. Ça ne risque pas de bouger. Ça m'étonnerait. On va faire le grand plongeon avec toi. Je crois qu'on a pensé à tout. Tu es prêt pour la baignade? Oui. Plus rien ne nous en empêche. Tu peux me le garder en attendant? Pas de problème. On se revoit à la surface. Bon, c'est maintenant ou jamais. Sur la banquette arrière, il y a Don, le plongeur. Si ça tourne vraiment mal, il sera là pour sauver la vie de Adam. Ce dernier devrait avoir beaucoup plus de mal à s'en sortir que lorsqu'il était submergé à l'endroit. Encore une fois, il va tenter de forcer les portières, voire de casser les vitres, tout en gardant son calme. Quels sont les cas de figure possibles? Eh ben, si j'atteins la surface après avoir brisé une vitre ou en ayant recours à la bonbonne d'air, alors les fans ont raison. Par contre, si j'arrive à rester calme et à me sortir de là sans casser de vitre et en restant en apnée sans avoir besoin de la bonbonne, alors ça voudra dire que les fans ont tort. Dans les deux cas, on aura fait la lumière sur ce type d'accident de voiture. 3, 2, 1. Pour le mythe de l'explosion d'une pièce remplie de gaz, disons que le méthane s'est montré peu coopératif.
Bon, le méthane n'explose pas. C'est une bonne chose parce qu'on s'en sert dans les maisons. Ce mythe ne nous mènera nulle part, à moins de passer à un gaz plus explosif. Pourquoi pas l'hydrogène? Ça demande 15 fois moins d'énergie pour l'enflammer et il est inflammable dans l'air à une concentration allant de 5 à 75%. La pièce est remplie de gaz, c'est ça? Rappelez-vous, le mythe qu'ils mettent à l'épreuve veut que du lait soit capable d'absorber l'étincelle d'un coup de feu et ainsi d'empêcher l'explosion d'un gaz volatile. Mais avec le méthane, le gaz utilisé dans le film, ils ne sont arrivés à rien. Ils troquent donc le méthane pour de l'hydrogène. Pour ces tests, on va utiliser les mêmes armes. Le Glock de 9 mm, le Sig Sauer de 9 mm et le Magnum 44. Le seul élément qui va changer, c'est le gaz. On va utiliser de l'hydrogène. Il est plus inflammable, on espère donc qu'une de ces armes va réussir à l'enflammer. On commence donc avec le Sig Sauer. Ils tentent de trouver l'arme et le calibre, Bon, prêt à faire feu. capables de provoquer une explosion sans lait, puis ils ajouteront le lait en espérant empêcher l'explosion. Bon, je remplis la pièce. Tu tires et je brûlerai le gaz en cas d'échec. C'est parti. 3, 2, 1. Ça alors, le gaz s'est enflammé. C'est pas sûr. J'ai vu des étincelles, mais c'est difficile à dire. J'ai rien vu. Allons voir ça au ralenti. C'est toujours une bonne idée. Et on voit que l'espoir de Tori n'était pas fondé. Le coup de feu est parti, mais le gaz n'a pas réagi. Même en utilisant un gaz dont l'inflammabilité est plus élevée, ce n'est pas suffisant pour créer une explosion. C'est qu'un début. On a d'autres armes. Bon, Le suivant est le pistolet dont se sert le soi-disant héros du film, le Glock 17. alors, on s'apprête à faire feu à l'aide d'un Glock dans une pièce remplie d'hydrogène. Lorsqu'on a tiré dans la pièce remplie de méthane, on a vu que la balle à haute vitesse a créé une étincelle plus importante. Pourtant, je ne crois pas que ce sera suffisant pour enflammer l'hydrogène. Si Tori a raison, ce mythe connaîtra une mort dans l'agonie plutôt qu'une fin éclatante. Grant est de cet avis et il a élaboré une théorie. Je crois qu'en fait, la vague de pression pousse le gaz vers le fond de la pièce et que du coup, l'étincelle n'entre pas en contact avec lui. Si c'est bien ce qui se passe, l'explosion est impossible. Mais vous savez ce qui arrive quand on parle trop vite? Mince. Je crois qu'il y a une explosion là. Non d'une pipe. Vous avez vu ça? Ça alors? Du coup, le mythe semble plausible. J'avais tort, on dirait. Ça ne fait aucun doute, il y a eu explosion. La boîte et la caméra sont détruites. C'est une sacrée énergie qu'on a eue là. C'était incroyable. Le gaz s'est enflammé au contact de l'étincelle. C'est l'arme que le héros utilisait dans le film. Exact. On a fait sauter une boîte dont les parois étaient par balles. Je commençais à croire que le mythe était bidon, mais j'ai changé d'avis. Encore faudrait-il cuisiner à l'hydrogène. Ils ont enfin réuni la combinaison gagnante de la balle, de l'arme et du gaz. Mais ça ne prouve pas la théorie avancée dans le collectionneur. Le mythe est bidon pour ce qui est du film, vu que personne ne cuisine à l'hydrogène. Mais l'essence du mythe est de savoir si une arme peut faire exploser du gaz et si du lait peut l'en empêcher. Il faut nettoyer tout ça et recommencer avec du lait. Il faut essayer à grande échelle. Mais remplir une pièce de taille normale demanderait 75 fois plus d'hydrogène que la quantité utilisée dans la boîte de verre. Et c'est beaucoup trop dangereux, même pour nous. Ils optent donc pour un modèle intermédiaire, ni trop petit, ni trop grand, et pas si mal que ça. Regarde, Carrie. On t'a fait une maison de poupée. Oh, c'est génial! On va la remplir d'hydrogène et la faire sauter. Oh là là, je veux la garder! Elle est adorable! Elle pourra la garder, mais elle ne sera sûrement pas en aussi bon état. Ce gaz est bien plus volatile que le méthane. Le H dans la bombe du même nom veut dire hydrogène. La prochaine étape consiste à installer le Glock dans la petite cuisine. Ensuite, on va la remplir de la proportion adéquate d'hydrogène, placer le berlingot de lait devant le pistolet et faire feu. Si le lait empêche l'étincelle de tout faire sauter, on a un autre Glock en réserve, puisqu'on a vu qu'il était capable de provoquer l'explosion. C'est bien plus sympa qu'une bougie.
Effectivement, le deuxième Glock va remplacer le feu de détresse. Il dirige les deux pistolets vers le haut, au cas où l'hydrogène ultra léger monte par convection. Tandis que Carrie déroule les fils de tir à distance, Tori et Grant installent le plafond et les murs transparents. Après avoir scellé le tout, Je remplis la cuisine. C'est parti. Tori compte jusqu'à 60, ce qui devrait remplir la pièce de 170 décimètres cubes de gaz. Ça devrait être suffisant pour la détruire. Enfin, si le berlingot de lait ne remplit pas son rôle. C'est là que tout se joue. Bon, la cuisine est remplie d'hydrogène pendant 1 minute. Tout est prêt. 3, 2, 1... Inutile de tirer une deuxième fois. Malgré le berlingot de lait devant le canon, le coup de feu a fait exploser la pièce. Bidon! Bidon. On dirait bien que le lait ne peut pas empêcher le coup de feu de provoquer l'explosion de l'hydrogène. En plus de prouver que le mythe tiré du film était bidon, ils ont aussi abandonné l'idée selon laquelle le lait peut empêcher l'explosion d'une pièce préparée à cet effet. J'étais certain qu'on n'arriverait jamais à provoquer une explosion de cette façon, mais j'avais tort. On a complètement détruit la cuisine. Il y a des éclats dans un rayon de 8 mètres. Ouais, et il y a du lait partout. On a clairement établi que le lait ne pouvait pas empêcher une explosion. En tout cas, pas avec de l'hydrogène. Quant au méthane, il n'a jamais explosé. Morgan n'avait donc aucune raison de s'inquiéter. L'idée aurait eu du bon s'ils avaient eu une cuisinière à l'hydrogène. Le méthane a un niveau d'inflammabilité si bas que c'en est ridicule. Le mythe est bidon à tous les niveaux. Au fait, n'oubliez pas que ce n'est pas bien de jouer avec du méthane et de gaspiller du lait. Adam et Jamie sont enfin prêts pour retourner une de leurs expériences classiques sans dessus-dessous. Mon but est de plonger sous l'eau à l'envers et de remonter à la surface sans briser de vitre ou avoir recours à la bonbonne d'air. Le tout en restant calme et maître de mes moyens pour arriver à m'en sortir. Les tests précédents ont démontré que Adam devra attendre que l'habitacle se remplisse d'eau. Lorsque la pression à l'intérieur sera égale à celle de l'extérieur, il devrait pouvoir ouvrir la portière. J'ai survécu! Mais va-t-il pouvoir garder son calme pour réussir à s'échapper alors que la voiture est à l'envers? Mike, fais démarrer le pick-up. C'est ce qu'on va voir. 3, 2, 1. Allez! Le plan fonctionne à la perfection et la voiture plonge le nez en avant et se renverse. Les craintes de Adam ne se sont pas matérialisées. Pour l'instant, Don et lui ne sont pas blessés. Bon, l'habitacle se remplit d'eau. Comme prévu, on est à l'envers. Toutes nos mesures de sécurité marchent à merveille. Ça se remplit lentement. Je ne vais pas essayer d'ouvrir la portière du côté conducteur. Je vais tenter ma chance du côté passager. J'arrive pas à l'ouvrir. Forcément, puisqu'on n'est pas encore submergé. C'est la différence de pression. C'était vraiment intense. Le pare-brise s'est fracassé sous l'impact. On s'est renversé il y a à peu près 30 secondes. Ah, le plongeur. Don, tout va bien? Parfait. Dans l'habitacle, la pression monte rapidement dans tous les sens du terme. Mais à la surface, Jamie est presque d'humeur taquine. J'entends Adam faire toutes sortes de bruits. J'ignore ce qu'il dit, mais il semble être alerte et intact. C'est vrai, à ce stade, Adam est indemne. Il a conservé son sang-froid et il est étonnamment bavard. J'attends que l'habitacle se remplisse pour pouvoir ouvrir la portière. Là, je vois à travers la vitre arrière. Je vois la lumière du jour et j'aimerais bien me retrouver à l'air libre. Il est crucial que Adam garde son calme, surtout qu'un aléa de taille se prépare. La voiture renversée se redresse soudain.
La voiture s'est redressée. Bon, elle pourrait se retourner à nouveau quand on s'enfoncera, vu les cordes qui sont attachées. Je vais tenter de pousser de toutes mes forces. Non. Bon. Restons calmes. L'eau entre à travers le pare-brise. Je m'attendais pas à ça. L'habitacle se remplit de seconde en seconde, mais Adam réussit à garder la tête hors de l'eau. Voyons si j'arrive à ouvrir cette portière. Non. Je n'ai accès à aucune portière. Je dois attendre que la voiture se stabilise. Elle met beaucoup de temps à couler. Pour Adam, ça semble durer une éternité, mais ça ne fait que 60 secondes que la voiture est tombée à l'eau. Et les choses vont bientôt s'accélérer. Ok. Il y a beaucoup d'obstacles dans cette voiture. Et je n'aurai bientôt plus aucune visibilité. C'est parti. J'entends la dernière poche d'air s'échapper de l'arrière de la voiture. Ils vont être bientôt complètement submergés et la voiture va s'enfoncer. Effectivement, quelques secondes plus tard, Ça y est. Elle coule. C'est parti. Oh là là. et il ne croit pas si bien dire, car tout d'un coup, la voiture coule comme un roc et se retourne encore une fois pour se retrouver à l'envers. Adam ne porte pas de masque de plongée. Sa vision est donc encore plus trouble que ce qu'on voit ici. De plus, il n'y a plus de poche d'air. Après un silence inquiétant, Adam réussit enfin à s'extraire. Il localise la surface et nage jusqu'en lieu sûr. Mais a-t-il réellement survécu ou a-t-il eu recours à la bonbonne d'air ? Tout va bien? Ça va. Par contre, je devrais être mort. Ça veut dire que tu as eu besoin de l'air qu'on avait installé à cet effet. Absolument. J'ai eu besoin de l'air installé à cet effet. Et j'ai même avalé un peu d'eau. Le fait que la voiture se soit retournée 2 fois, et ce de façon imprévisible, a rendu le test encore plus réaliste. La voiture s'est encore retournée. Bon. Ma poche d'air changeait constamment d'endroit. Quand la voiture s'est mise à tanguer et à s'enfoncer, tout s'est passé à la vitesse de l'éclair. J'ai eu entre 10 et 15 secondes pour me préparer. J'ai voulu respirer profondément pour ouvrir la portière, mais à ce stade, je n'avais plus du tout d'air. C'est beaucoup trop stressant. On est dans un espace réduit, on n'y voit rien. On perd tous ses repères. Je n'aurais jamais pu trouver les poignées des portières sans le masque. Il n'avait d'autre choix que d'accepter l'air que lui offrait Don, mais ce dernier avait ses propres problèmes à régler. Le plongeur était coincé par sa ceinture de sécurité et il a dû utiliser son couteau pour se libérer. Durant tout le temps passé sous l'eau, même en m'alimentant en air, je n'avais aucune idée d'où je me trouvais dans la voiture. Et j'ignorais où étaient le haut et le bas. J'étais complètement désorienté. Ils ont tous les deux survécu. Mais Adam s'en est sorti grâce à la bonbonne d'air. Le mythe selon lequel il est pratiquement impossible de s'en sortir lorsqu'une voiture coule à l'envers est donc confirmé. Quel soulagement de regagner la surface! Et même si je suis fier de l'avoir fait, je ne veux plus jamais répéter cette expérience. C'est le truc le plus terrifiant que j'ai jamais fait dans l'émission. De loin. 10 sur l'échelle de frayeur. Adam a répété la même technique de survie que la première fois, à savoir rester aussi calme que possible, aussi longtemps que possible. Ne pas bouger jusqu'à ce que la voiture se remplisse d'eau demeure la meilleure tactique. Mais les fans avaient vu juste. Il est bien plus difficile de se sortir de là lorsque la voiture est à l'envers. Il n'y a pas de comparaison entre le premier test dans une voiture à l'endroit et celui-ci. C'est le jour et la nuit. Et la morale de l'histoire? Toi, je ne sais pas, mais moi, à partir de maintenant, j'aurai toujours un brise-vitre dans ma boîte à gants. À moins d'habiter dans le désert. Exactement. N'oubliez pas que techniquement, Adam se serait noyé lors de cet accident, alors s'il vous recommande un brise-vitre, tout ce que je peux ajouter, c'est qu'il sait de quoi il parle.